C'est déjà 13h01, donc bonjour à tous. Merci à tous d'être présents pour cette seconde édition de Regard Croisé. Donc Regard Croisé, un format qu'on a créé en collaboration entre l'agence e-sport et Freya Games. J'aurai le plaisir de présenter aujourd'hui finalement un sujet qui est d'actualité, améliorer la qualité de vie au travail par le jeu, jouer sur les mots MAUX. Je ne serai pas tout seul à présenter aujourd'hui cette intervention et ce regard croisé. Je serai accompagné de Willy Lafranc, cofondateur de Freya Games. Bonjour Willy. Bonjour. Donc le format est assez particulier. On a beaucoup d'intervenants aujourd'hui. On a une dizaine d'intervenants répartis en 3 équipes pour 1h30 d'échange justement sur cette thématique-là. Je vais me présenter bien entendu rapidement. Je suis Hugo Hurtado, je suis le directeur de l'agence e-sport. L'agence e-sport, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est le premier regroupement d'entreprises, à la fois d'entreprises privées, mais également de structures publiques, qui souhaitent se développer dans l'écosystème de l'e-sport. Donc l'e-sport, la partie compétitive du jeu vidéo. 3 piliers incombent à l'agence e-sport. La première, c'est d'être un club d'entreprise, un club d'affaires qui permet de faciliter les mises en relation, organiser des événements à orientation business et de découverte de cet écosystème et accompagner nos membres à concevoir leur stratégie e-sport. Nous avons à l'heure actuelle environ 70 membres. Nous avons bien entendu un catalogue de formation à la fois pour les entreprises, mais également pour les écoles. Et également, nous intervenons sur des sujets liés à l'événementiel. Nous avons également un axe de développement des territoires et de développement des écosystèmes avec l'accompagnement de projets, un accélérateur que nous avons créé qui s'appelle PEXIM, en partenariat avec le Village Baïséa et la Fédération des villages Baïséa pour accompagner des startups dans leur développement et faire qu'ils arrivent à passer les différentes étapes d'une création d'entreprise. Je n'en dis pas plus, je vous laisserai revenir vers moi si vous avez des questions et je laisse justement place à Willy Lafranc pour présenter ces sujets. Willy, c'est à toi. Merci Hugo. Alors, je vais vous raconter en quelques mots ce que fait Freya. Je suis donc le cofondateur de Freya Games. Freya, c'est un studio de jeux qui fait des jeux à destination des entreprises et des collectivités et de leur public. On fait des jeux aussi bien pour éduquer les enfants à différents sujets comme l'éducation aux médias, l'esprit critique, la vie privée, que des jeux pour aider les entreprises à sensibiliser leurs collaborateurs ou à attirer des clients ou fidéliser des nouveaux clients. Voilà. On est donc cofondateur de l'agence e-sport et donc on reproduit ce format regard croisé dont l'idée est assez simple, hein, c'est en 1 heure et demie essayer de donner le regard de tout un écosystème sur un sujet. Et pour ça, donc, les formats sont toujours faits de la même manière. On va présenter un cas d'usage et puis derrière, il y aura un tour de table de l'ensemble des 3 équipes que Hugo va présenter tout à l'heure. Donc sur ce second regard croisé, on va parler de RSE et de QVT. Donc, vous le savez, les entreprises et leurs dirigeants sont responsables de la santé physique, mentale de leurs salariés. Et en ce moment, on est plutôt gâtés parce qu'il y a pas mal de boulot. Donc, on se disait que c'était un bon sujet pour ce deuxième regard croisé. Du coup, Hugo, je te laisse présenter les équipes. Bien entendu, donc les 3 équipes, on a le plaisir d'accueillir une équipe liée aux collectivités, donc Nadia Pelfig, vice-présidente de la région Occitanie, Bertrand Cerf, vice-président en charge de la transition digitale à Toulouse Métropole, et Jacques Auberti, président de la communauté d'agglomération du Sicoval, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui pour raison ministérielle. Le ministre de l'Agriculture est descendu sur son giron et malheureusement, il ne peut pas être présent avec nous. Il s'en excuse. Seconde équipe, l'équipe des chercheurs, donc Nathalie Bardouille, docteur en psychologie et présidente chez Opus Fabrica, Nicolas Becqueret, docteur en psychologie sociale et directeur général d'IARTSUP, et Léo Touzé, docteur en sociologie et responsable des projets de recherche chez ANSEA. Et la dernière équipe, l'équipe des entreprises, avec Anne-Valérie Crespo, donc déléguée RSE et professeure au groupe La Poste en Occitanie, Florence Dufran, directrice de la technique à Airbus Defence and Space, et Michael Newton, chef de projet RSE au sein d'Ubisoft, le studio de jeux vidéo. Donc je laisse la parole maintenant à Willy pour présenter justement jouer avec sa santé, concilier vie pro et vie privée. Voilà, l'idée de ce premier cas d'usage, alors on devait le présenter initialement avec Alexis, mais du haut de son Auvergne et de sa connexion, on a fait des tests et ça ne fonctionnait pas. Donc, je vais vous présenter ça en solo, sauf si Alexis arrive à se reconnecter et prendre la parole de temps en temps. L'idée du cas usage, hein, ce n'est pas de vous faire la promo d'un jeu, c'est de vous expliquer un concept et de vous permettre de réfléchir et de réagir dessus.
Le premier sujet qu'on vous propose, c'est celui de la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée. L'idée, c'est un jeu qui vise un apprentissage implicite. Comment faire prendre conscience à quelqu'un du risque d'épuisement quand il doit concilier une vie professionnelle et une vie personnelle intense, riche. Ça peut être la vie d'un jeune parent, ça peut être la vie d'un malade chronique qui doit aussi aller travailler, ça peut être celle d'un aidant familial ou simplement de quelqu'un avec un engagement syndical ou politique assez fort. Donc, c'est un jeu dont le but est de faire en sorte que les gens apprennent, mais sans s'en rendre compte. Donc, le sujet, c'est de gérer des unités de temps personnel et de temps de professionnel et d'essayer d'utiliser le jeu pour placer l'individu dans une surcharge cognitive. Cette surcharge cognitive va générer des émotions et ces émotions, on va les accrocher à des concepts de façon à ce que ça soit mémorisé et mémorisé plus durablement. Ça permet de poser des problématiques, de prendre conscience des problématiques. Ça permet aussi, puisqu'il y a des bonus, de prendre conscience des solutions qui existent et de pouvoir les intégrer, puisque dans le jeu, elles vont diminuer le stress du joueur et à ça, on va associer un concept, par exemple, prendre un temps de repos, prendre un temps de répit. Donc voilà l'idée de ce premier jeu qui est sur un versant un peu plus santé et santé mentale. On va passer au deuxième, si tu veux bien, Hugo, pour illustrer un deuxième concept. Voilà. Ça, c'est un concept un petit peu plus léger. On est sur notre contexte d'épidémie. Alors, on a tous en tête les gestes barrières. On sait qu'il faut se laver les mains, qu'il faut porter le masque, etc. Mais la difficulté, c'est qu'avec le temps, la vigilance peut baisser. La désinformation, qui est un vaste sujet également, peut amener certaines personnes à douter et à prendre certaines libertés. Donc ce jeu-là, c'est un jeu qui est plutôt sur le ton de l'humour et qui a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de stigmatiser, de ridiculiser les mauvaises pratiques. Et puis, il y a un autre côté qui est un jeu un petit peu défouloir. Vous allez comprendre pourquoi. L'idée est simple, vous êtes dans une ville et vous vous baladez dans la ville, vous devez récupérer le plus de vaccins. C'est un petit peu la course au vaccin. Et vous devez éviter des gens qui arrivent vers vous, qui éternuent. Et vous devez aller à la rencontre des gens qui portent le masque avec le nez qui dépasse et leur faire un petit poète-poète au passage, ou alors prendre les gens qui arrivent vers vous et claquer un masque qui serait un petit peu porté sur le menton. Voilà. Donc, c'est un jeu compétitif, gratuit évidemment, et viral, dont le but est de stigmatiser les mauvaises pratiques et de déclencher le dialogue, notamment en entreprise, puisque c'est compétitif, il y a un score, on peut s'amuser à se défier les uns les autres. Voilà une deuxième illustration de ce que pourrait être un jeu en entreprise qui vise à travailler les questions de RSE. Donc ça, c'est l'idée générale. Sur Freya, évidemment, on fait des jeux vidéo, mais on fabrique aussi des bornes d'arcade et on y met nos propres jeux à l'intérieur. Et ça serait un petit peu le schéma global qui permet de poser cette question de comment le jeu peut aborder ces sujets-là de RSE et de QVT. La première idée, c'est que quand vous mettez une borne d'arcade au milieu d'une entreprise, elle n'a rien à y faire, donc forcément, les gens s'approchent. Les résistances sont assez faibles parce que on est dans le domaine du jeu. Dans le jeu, c'est un des seuls endroits où on a le droit de perdre finalement. Donc les gens s'approchent. Une fois qu'ils se sont approchés, c'est difficile de résister à un joystick et quelques boutons. Les gens arrivent et commencent à jouer. Et si on a bien fait notre job, on les amène et on les entraîne. Et le ROI émotionnel est très très fort parce que de suite, ils vont avoir du plaisir en face des difficultés peut-être qu'ils auraient eu à s'approcher de l'outil. Ensuite, on fait un jeu et si ce jeu peut justement arriver directement à placer des concepts dans la tête du joueur, lui faire prendre conscience de quelque chose et les fixer durablement en mémoire, on a déjà gagné la partie. Ce qui permet, par rapprochement avec sa vie personnelle, de prendre conscience de sa problématique et de le prédisposer à l'action et d'acquérir de nouveaux réflexes. Du temps de répit, d'aller discuter avec un collaborateur qui serait aidant, etc., etc. Et du coup, derrière, le bouche à oreille fait son effet, facilite l'engagement et la boucle est bouclée. Voilà un exemple de comment on peut utiliser un jeu en entreprise pour promouvoir ou sensibiliser les différentes personnes. Maintenant, justement, on va voir la vision des différents écosystèmes sur les sujets que vient de présenter Willy, donc les attentes, les actualités, les perspectives que chacun peut en avoir. Le format est assez simple, c'est 3 minutes par intervenant. Chacun va pouvoir prendre la parole en défendant finalement sa propre équipe. L'objectif n'est pas qu'il y ait une concurrence entre les équipes, mais finalement de voir que ce soit les collectivités, l'équipe des chercheurs ou l'équipe des entreprises, finalement, travaillent relativement conjointement sur ces sujets-là.
Et la première personne et la première équipe à être représentée, ça va être l'équipe de la collectivité. On va avoir la chance d'accueillir Nadia, Bertrand, qui vont pouvoir nous présenter leur avis. Donc Nadia, le sujet est relativement simple. Finalement, pour toi, si je me permets de te tutoyer, quelle est pour toi la visibilité que tu as sur jouer avec le jeu, avec sa santé? Et je te laisse justement 3 minutes pour évoquer ce sujet-là. Merci beaucoup, Hugo. Merci à tous et à Willy de cette présentation là, sur ces deux cas d'usage. Déjà, premier élément, j'espère que ma connexion ne va pas être trop instable. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui à l'hôtel de région à Toulouse, c'est particulièrement instable. Deuxième élément, oui, on est dans une période où tous les éléments de sensibilisation sont majeurs au sein des entreprises, où les aspects ludiques, conviviaux et qui favorisent le dialogue. Willy l'a dit et je trouve ça important de le souligner parce que parfois, pour certains, les jeux vidéo, c'est l'isolement et le repli sur soi. Là, on est bien sur des jeux qui permettent le dialogue, l'échange et des interactions. Sont des éléments qui sont très porteurs dans la période. Moi, mes attentes en tant qu'équipe collectivité et présidente en charge du développement économique, ça sera que ces solutions génèrent à la fois de l'emploi, de l'activité et qu'elles soient utiles. Et là, on est dans la dynamique des entreprises du jeu vidéo sur des dynamiques positives. Quelques chiffres peut-être pour vous tous. En Occitanie, ce sont 125 entreprises qui sont dans le secteur du jeu vidéo. La filière aujourd'hui représente 600 emplois avec une croissance de 11%, particulièrement cette année Covid. Et vous comprendrez bien que sur d'autres filières qui font aussi la force de notre région, on n'est pas du tout sur des chiffres qui soient des chiffres de croissance aussi enviables que ceux qu'on évoque ici. Donc ça, c'est sur l'aspect emploi. Sur l'aspect innovation, il y a, de mon point de vue, de nouveaux rapports à engager avec les jeux vidéo et les serious games, même si c'est qu'une partie de cet univers-là, font partie des vecteurs assez porteurs. Et le fait que des entreprises, et donc je suis très, très impatiente d'entendre l'équipe entreprise sur le sujet, intègre de plus en plus ces solutions, me semble à la fois être révélateur du fait que les entreprises intègrent ces dimensions d'impact sociétaux positifs, de qualité de vie, de besoins de leurs collaborateurs et de bien-être, et ça me semble extrêmement important. On sait le lien avec la performance. Et puis, si ça les engage à trouver des solutions en local, parce que vous en êtes la démonstration ici, il y a des solutions qui sont sur des sujets utiles et qui créent la valeur locale et que ça fait des intérêts économiques locaux, alors je suis une vice-présidente dans une équipe collectivité qui est ravie et qui est toute disposée à continuer à accompagner ces développements et à octroyer 10 secondes de plus à notre collectivité. C'est ça aussi de solidarité. Merci beaucoup Nadia, dans un temps parfait et tout à fait respecté. Si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Justement, on a un modérateur qui permettra de faire remonter ces questions-là. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. On prendra le temps qu'il faut à la fin de cette intervention d'1h15 pour pouvoir y répondre. J'accueille maintenant Bertrand Serbe, donc vice-président en charge de la transition digitale au sein de Toulouse Métropole. Le format est le même, 3 minutes pour nous présenter finalement sa vision, que ce soit la sienne personnelle, mais également celle de Toulouse Métropole, sur ces sujets-là. Bertrand, c'est à vous. Merci, bonjour à tout le monde, bonjour Hugo, bonjour Willy, bonjour tout le monde. Donc, Toulouse Métropole, effectivement, et moi-même, on a bien pris conscience des enjeux que peuvent avoir, notamment en cette période sanitaire compliquée, depuis cette crise de la Covid, l'importance que peut avoir d'une part le digital, mais aussi le jeu et les serious games à travers nos vies quotidiennes. À travers nos vies quotidiennes, à la fois dans notre travail, souvent en télétravail, mais aussi au niveau de notre vie quotidienne dans nos loisirs. Bien nombre de familles aujourd'hui ont effectivement accès à ce qu'on appelle ces serious games et peuvent, à travers ces initiatives, ou bien apprendre, ou bien comprendre, ou bien se familiariser avec un certain nombre de problématiques. Donc pour nous, tout ça, c'est très positif. Et ça a été quelque part, bien avant, malheureusement, cette crise sanitaire, une prise de conscience, puisque à travers les projets que nous avons mis en place sur Toulouse Métropole,
je ne peux que citer par exemple le projet Icon qui tourne autour de l'e-sport, l'Arena Sport que l'on va mettre en place dans le cadre des projets Dessine-moi Toulouse sur le site des Argoulets. Ça sera vraiment un espace dédié donc à la fois au sport, mais au digital, au jeu, et comment appréhender les initiatives sportives à travers ce e-sport et ces espaces ludiques. Donc déjà, c'est une prise de conscience qui fait que nous sommes vraiment tout à fait en phase avec ce qu'aujourd'hui on entend, en tout cas à travers vos propos. Ensuite, il y a aussi une façon de voir la ville de demain, de ce qu'on a appelé la Smart City, la ville de demain, la ville durable et innovante. Dans ces projets-là, on réfléchit beaucoup, notamment avec le projet Villagi, sur les nouvelles mobilités, comment travailler sur des tiers-lieux, la création d'une foncière de 10 tiers-lieux qui permettront effectivement d'avoir une généralisation du télétravail, parce que le monde d'après, et dès que notre effectivement crise sanitaire, je l'espère, sera terminée, le monde d'après sera différent et il y aura évidemment l'importance de pouvoir compter sur ce qui est proposé et ce que vous proposez comme solution et comment appréhender justement un certain nombre à travers le télétravail, à travers comment repenser le travail, d'une façon parfois aussi ludique, à travers des expériences. On a déjà commencé à le faire lorsqu'on a réfléchi sur notre projet Smart City 2015-2020, puisque le jeu, les Serious Games, a été une façon aussi, lors de Focus Group, de pouvoir penser cette ville de demain, penser ce jour d'après, si j'ose dire, pour essayer de mieux vivre dans nos villes, dans une ville qu'on va appeler la ville du quart d'heure, la ville des proximités, pour que tout reste à proximité d'un quart d'heure de chaque citoyen, à la fois la façon d'aller à l'école, de pouvoir aller à l'école, de pouvoir travailler, de pouvoir se nourrir, de pouvoir jouer, de pouvoir participer aussi à finalement une vie nouvelle, une vie différente et une vie qui est plus efficiente d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue du confort de la vie quotidienne et du travail. Donc, bien sûr, le jeu est important, notamment dans les problématiques de santé. Et la santé, c'est quand même aujourd'hui une des priorités, non pas que des Toulousains, mais des Français et de la population mondiale. La santé, la sécurité, et puis bien évidemment l'environnement qui compte beaucoup dans nos organisations. Donc, je suis vice-président de la métropole, heureux de pouvoir participer à ces regards croisés et de pouvoir surtout écouter les entrepreneurs et les entreprises qui vont peut-être nous inspirer des nouveaux modes de fonctionnement. Merci. Merci beaucoup Bertrand pour cette prise de parole. Donc comme je l'ai évoqué en début d'intervention, certains d'entre vous n'étaient pas encore présents. Jacques Auberti, président de la communauté d'agglomération du Sicoval, ne peut pas être présent avec nous aujourd'hui pour une raison de déplacement ministériel. Donc il s'en excuse, mais justement on a quand même la chance d'accueillir Nadia Pelfig et Bertrand Certes, donc qui pourront nous éclairer justement et représenter haut et fort les couleurs de la collectivité. Maintenant, nous allons passer aux équipes chercheurs. Et pour cette première intervention, nous allons avoir le plaisir d'avoir Nathalie Bardouille, donc docteur en psychologie. Nathalie, si tu es là, je te laisse la parole sur la même thématique, 3 minutes qui te sont accordées. Bien, merci beaucoup Hugo. Alors, très beau sujet qui nous a été présenté avec ce premier cas concret, jouer avec sa santé. Alors moi, effectivement, je suis docteur en psychologie. Je préside effectivement Opus Fabrica. Nous sommes un organisme de conseil et de formation qui intervenons dans les entreprises justement dans des démarches de protection de la santé et de prévention des risques psychosociaux. Donc c'est un sujet qui m'est cher à cœur. À quoi nous sommes confrontés et sur lequel on a de réels défis dans notre manière d'aborder les choses, c'est on a le pire ennemi peut-être de chacun d'entre nous, et là je nous y inclus aussi, même si nous sommes des spécialistes du sujet, ce sont nos croyances. Et en matière de santé, notamment, et de protection de sa santé, on a une croyance énorme qui est que, oui, d'accord, on sait le stress, le burn-out, l'épuisement, etc. Tout ça, on sait. Donc, en fait, cognitivement, l'information, depuis pas mal d'années, elle a quand même été largement diffusée et elle est entendue. Après, c'est en faire ma propre expérience. Et là, les croyances limitantes sont énormes, puisque ça va être très compliqué de se dire « ça peut m'arriver à moi aussi ».
Quand nous accompagnons des personnes qui ont connu un épuisement ou qui ont mis en danger leur santé pour des raisons professionnelles, personnelles ou un mix des deux, et bien lorsque ça va vraiment très très loin, là, il y a vraiment un point d'arrêt. C'est-à-dire, il y a une réelle prise de conscience et en général, les gens ne recommencent pas. C'est « ah oui, là, d'accord ». Par contre, pour tous ceux qui ne l'ont pas connu, là, on voit effectivement de nombreux raisonnements se mettre en place de « c'est bon, je vais gérer, c'est juste maintenant, ça va passer, ça va aller ». Il y a derrière ça d'autres croyances qui sont que ça arrive à ceux qui sont fragiles. Donc, je n'ai pas envie de me dire que moi, je suis fragile et donc je n'ai pas envie d'imaginer que ça puisse m'arriver parce que ça voudrait dire reconnaître une vulnérabilité. Or, dans le monde de l'entreprise, puisque c'est à celui-là que nous nous adressons là aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, la question de la fragilité, de la vulnérabilité est très, très peu acceptée. Donc, on demande finalement aux collaborateurs de prendre conscience qu'ils peuvent se retrouver en difficulté, mais avec un message contradictoire, paradoxal, qui est de mais surtout ne montrez pas que vous avez des vulnérabilités. Donc là, ça devient compliqué. Et l'intérêt du jeu vidéo, il est vraiment intéressant parce qu'on va pouvoir expérimenter. On ne peut changer ces croyances-là que si on est dans une zone sécurisée où il n'y a pas de risque. Dans le jeu, on s'amuse. On s'amuse, il n'y a pas de conséquences. Si je me trompe, si je vis la situation d'épuisement, il n'y a pas de conséquences, ni pour moi, ni pour mon entreprise, ni pour mes collègues, ni pour mon manager. Donc, je vais être dans un espace extrêmement sécurisant pour pouvoir expérimenter cette situation et commencer mon chemin d'apprentissage. C'est très court, 3 minutes, hein, mais… C'est très court, 3 minutes. Mais Nicolas et Léo vont pouvoir enrichir ce premier point de vue. Mais en tout cas, merci Nathalie pour cette vision. J'accueille maintenant le second intervenant, donc Nicolas Becqueret, directeur général de IARTSUP et docteur en psychologie sociale. Nicolas. Bonjour à tous. Même format, 3 minutes. Ouais, alors merci Nathalie pour cette présentation générale sur laquelle je vais poursuivre, à partir de laquelle je vais poursuivre avec ma double casquette à la fois de chercheur que j'ai été, que je suis encore un peu, mais surtout aujourd'hui de pédagogue et directeur d'une école qui forme notamment aux jeux vidéo, au game design, au coding et au game art. La question, je l'aborderai finalement avec 2 points. D'abord, la question de la définition de la santé et du travail, et celle du jeu vidéo et d'un bon game design vers lequel je vais aller. Donc, j'ai pris quelques petites notes en vous écoutant, puis je vais essayer de faire un petit exposé qui me semble, j'espère, simple. La santé, je crois que Nathalie vient de le dire à sa manière, c'est une construction sociale. Elle parlait de croyances. Moi, je parle de représentation. C'est des croyances autour de la force. Je suis fort versus je suis faible. Des déterminations psychologiques. Il y a une étude qui est parue avec un papier dans Le Monde il y a quelques jours sur la question du sommeil. On dort de moins en moins parce que finalement, on va considérer que dormir, c'est de perdre du temps. Et puis, c'est les faibles qui dorment, quoi. Donc, si je suis fort, je ne dors pas, je n'ai pas besoin. On voit aussi, donc, du coup, le temps de sommeil se réduire. Et puis, la représentation sociale du travail, ce que ça veut dire. Donc, ça nous renvoie aux cultures d'entreprise, aux cultures de groupe, aux cultures familiales, aux cultures locales, à la question de ce que c'est qu'être fort, faible, etc. On sait qu'il y a des liens entre la culture et le travail. Max Weber l'a bien montré. On connaît tous entendu parler du lien entre l'éthique protestante et le capitalisme. Ça va chercher loin dans la société, dans sa construction au sens large. Et donc ça, c'est le premier point de la question de la santé. Mais la santé, c'est aussi des mesures physiques, évidemment, et puis des sensations personnelles. Donc, ça se mesure et ça se construit, au fond, autour de ces 3 aspects. Si je reste du point de vue de la santé comme construction sociale, qui est plutôt mon domaine, et comme impression, comme sensation, j'arrive au point 2, ce seraient les points clés d'un bon game design dans ce cadre. Comment sensibiliser à cette question-là, puisque c'est le sujet. D'abord, la relation au travail, au fond, moi, je le vois autour de quelques notions. C'est la qualité de vie au travail, être ensemble et faire sens, ça nous renvoie vers la culture, l'objectif commun, et puis la construction de son image sociale. Qu'est-ce que je représente aux yeux des autres dans cet écosystème-là, qui est cet écosystème de mon activité. Alors, sans aller trop loin, je pense que s'il y avait des mots-clés qu'on devait retenir sur un game design, et pour faire travailler des étudiants, par exemple, à l'école sur cette question-là, je leur dirais ce qu'il faudrait mettre en avant pour sensibiliser, c'est la question de la collaboration,
et pas de la compétition, la question de la reconnaissance de mon travail auprès des autres et pas l'ignorance de mes apports, et puis la question de la motivation, c'est-à-dire entre ce que j'ai à gagner et ce que j'ai à perdre, pourquoi je suis motivé, et du coup, la question surtout de ma responsabilité auprès des autres et auprès de ceux qui sont impactés par mon travail. J'ai fini. Parfaitement dans les... Pile sur le chrono. Tout pile, non mais c'était très bien. Donc merci Nicolas justement pour ta vision justement, comme tu le disais, au-delà du docteur en psychologie, mais également au niveau du pédagogue que tu es devenu à travers la direction générale d'IRTU. Et on accueille maintenant Léo Touzé, docteur en sociologie. Bonjour à tous. Bonjour merci. Léo. Merci Hugo et Willy, merci de votre invitation. Afin de situer très rapidement, si vous me le permettez, mon intérêt à la fois pour les jeux sérieux et pour la RSE, je peux dire que j'ai commis il y a quelques années maintenant une thèse de sociologie sur les jeux d'entreprise, les business games, des jeux pédagogiques de simulation de gestion employés notamment par les écoles de commerce et qui constituent en un sens et dans une certaine mesure les ancêtres des actuels serious games. En outre, je travaille actuellement au sein d'une association qui œuvre dans le champ du travail social, un secteur comprenant des métiers difficiles parce qu'éprouvants, y compris moralement, des métiers exercés dans des conditions souvent difficiles, elles aussi, au contact de la précarité, de la violence, etc. Et c'est en partie ce qui explique mon double intérêt pour ce qui nous réunit aujourd'hui. Pour aller un peu plus loin, je souhaiterais dire que l'extension du concept de jeu jusqu'au domaine de la RSE, extension illustrée magistralement par les 2 Serious Games qui ont été présentés, me semble indiquer que la RSE est désormais pleinement intégrée à la dynamique d'innovation qui sous-tend le fonctionnement quotidien des entreprises, des marchés et donc du capitalisme. Et cela peut apparaître comme un signe plutôt positif ou encourageant. Bon. En même temps, j'ai tendance à considérer, et cela n'est pas très original, hélas, que la RSE est aussi initialement un pur produit de ce même capitalisme dont on sait combien, celles et ceux qui l'incarnent ont appris à intégrer les critiques issues des sciences humaines et sociales et à les tourner à leur avantage. En ce sens, comme l'ont notamment rappelé Yanita Andonova et Anne Monjaret, toutes deux enseignantes-chercheurs, la gamification du travail, entendue comme l'importation et l'usage du jeu dans des activités professionnelles, peut apparaître, à l'instar de la RSE d'ailleurs, comme une invention des entreprises afin de répondre aux attentes prônées par les idéologies contemporaines du travail autour du bien-être, de l'épanouissement ou de la qualité de vie au travail. L'introduction du jeu sérieux dans les entreprises me semble précisément poser la question, d'autant plus prégnante en ces temps de télétravail généralisé, de la frontière entre travail et hors travail, entre travail et loisirs, 2 univers habituellement opposés. Ce qui rend l'un des cas présentés encore plus intéressant puisqu'il porte sur cette question. Je pense qu'il convient d'être attentif à la façon dont les jeux vidéo sérieux sont utilisés dans et par les entreprises et transposés dans et pour les logiques managériales et de gestion. Pour conclure, outre redire tout le plaisir qui est le mien aujourd'hui, je voudrais souligner un point de vigilance qui me paraît devoir porter sur l'évaluation du jeu dit sérieux. En effet, la thèse répandue, selon laquelle le jeu constituerait l'une des combinaisons gagnantes, à la fois pour engager les gens dans l'action et pour atteindre ou pour faire atteindre des finalités sérieuses, cette thèse n'est pas toujours, me semble-t-il, démontrée avec la rigueur qui caractérise la démarche scientifique. Or, il en va, à tout le moins en partie, du succès des jeux et par extension de la diffusion des valeurs, des comportements ou des logiques qui sont encapsulées dans et véhiculées par les jeux. Voilà, je vous remercie. Merci Léo, c'était très intéressant justement ta vision de l'évolution de la gamification et la gamification en entreprise. On pourra en reparler, je pense qu'il y aura potentiellement des questions dessus, ou en tout cas tout du moins j'en aurai peut-être. Et merci justement aux 3 intervenants qui représentaient donc l'équipe des chercheurs. Nous allons passer maintenant à l'équipe des entreprises. Donc avec comme première intervenante Anne-Valérie Crespo, donc, qui est déléguée RSE pour le groupe La Poste en Occitanie. Bonjour Anne-Valérie, si vous êtes ici. Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. On vous entend parfaitement bien. Donc, alors, effectivement, je suis déléguée au développement régional sur les sujets socio-sociétaux du groupe La Poste ici en Occitanie. Et il se trouve que je suis en cours de doctorat en sciences de gestion sur les questions de management de la RSE en territoire. Et à titre personnel, également engagée dans les sujets associatifs d'insertion des jeunes des quartiers politiques de la ville depuis plus de 20 ans au sein de mon écosystème et de l'écosystème du groupe La Poste. Alors, moi, il y a un premier point qui me paraît important,
qui est que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est quand même que les entreprises sont de plus en plus légitimes et même des fois attendues sur ces questions sociétales. Et je crois que l'actualité sur les entreprises à mission l'illustre assez parfaitement. Et ça pourrait déjà être un débat intéressant. En tout cas, la place et le rôle des entreprises peut être important, qu'on parle de RSE, qu'on parle, comme nous à la Poste, d'engagement sociétal sur les territoires. Alors, ensuite, l'outil. J'ai trouvé, alors d'abord le numérique, je trouve, permet à chacun d'accéder partout dans le monde, à toutes les personnes, à des outils de formation qui sont quand même innovants, ludiques, qui sont individualisés. Et ça, c'est une nouveauté relativement importante, quel que soit son âge, son métier, l'heure du jour, de la nuit, partout dans le monde. Encore une fois, il y a une accessibilité en fait de ces formations qui est intéressante, qui va bien avec l'ADN de la Poste évidemment. En même temps, je pense qu'il faut toujours rappeler qu'il faut le coupler avec de l'humain. Et le lien humain, le lien social, pour une entreprise de proximité comme la Poste, évidemment, c'est fondamental. Sur le fond, au sein d'une entreprise, la qualité de vie au travail, donc c'est un focus un petit peu par rapport à ce qui vient d'être développé de manière globale, c'est d'abord la santé et la sécurité au travail. La qualité du travail, on ne peut pas forcément en parler maintenant, mais au sens du travail et de l'intérêt qu'on porte au quotidien à son job, ça c'est quand même fondamental également. Ensuite, il y a la qualité du collectif dans lequel on travaille, ses collègues et puis ses chefs, etc. Et puis, dans la qualité de l'accompagnement au travail, il y a l'accompagnement de son parcours. Et il peut y avoir le quotidien entre la vie perso et la vie professionnelle dont on parle là en ce moment. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'on parle d'engagement à la fois pour les aidants familiaux. La Poste était assez innovante sur cette question-là il y a pas mal d'années, mais aussi le fait qu'on puisse engager sur de l'associatif, du sportif. La vie, c'est toute une palette de facettes, dont le métier. Et c'est vrai que moi, ce qui me semble aussi important en termes d'accessibilité, je vais vraiment orienter mon propos là-dessus, parce que la Poste, c'est la Poste engagée pour tous, partout sur les territoires, c'est au sein de l'entreprise, mais peut-être aussi plus largement sur les territoires en proximité, certes de s'adresser à la cible des jeunes, donc, et d'aller pourquoi pas jusqu'à la présentation des métiers dans ces contextes difficiles d'alternance. On fait beaucoup d'alternance à la Poste et quasi 700 personnes formées chaque année ici, mais aussi pourquoi pas des seniors, des personnes en situation de handicap, enfin essayer d'affiner en fait la présentation de ces jeux à des cibles différenciées pour pouvoir les toucher encore plus, encore mieux, partout, pour tous. C'est vraiment une notion d'inclusion numérique voilà, spécifique. D'accord. Merci beaucoup Anne-Valérie justement pour la vision que vous avez sur cet écosystème et sur finalement les valeurs que vous portez à travers le groupe La Poste. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir Florence Dufresne, qui fait partie de Airbus Defence and Space. Et Florence, même schéma, même système. Je vais me répéter pendant un petit moment, vu que vous êtes de nombreux intervenants, mais 3 minutes te sont accordées pour présenter finalement la vision que tu as, et également la vision que Airbus Defence and Space peut avoir justement sur la gamification et sur les serious games. Bonjour, je suis Florence Dufresne, Airbus Defence and Space, en charge de l'excellence technique dans cette division créée il y a 5 ans par le regroupement des entités aviation militaire, spatiale et communication sécurisée du groupe Airbus. Voilà, donc nous sommes une société jeune. L'ingénierie, la fonction développement de produits et de projets, c'est à peu près 8000 personnes issues de cette diversité, réparties sur 4 pays, avec de nombreuses nationalités, de nombreuses différences d'approche. Et mon rôle, c'est finalement de faire en sorte que ces 8000 personnes se comprennent, adoptent les attitudes, les comportements, les outils, les méthodes et les compétences techniques nécessaires pour réaliser au mieux, au meilleur coût finalement nos projets et nos produits. Et cette activité m'a rapproché bien évidemment de la question de l'utilisation des moyens pour faire monter en compétences, pour changer les compétences, mais aussi pour faire équipe, pour faire reconnaître, cimenter en fait cette organisation autour de valeurs communes, autour de comportements communs. Alors la puissance du jeu pour effectivement faire passer des messages, faire appel aux émotions de façon à incarner finalement, rendre plus concret et plus vivant les comportements que l'on cherche à soutenir. Elle n'est pas à démontrer, vous en avez parlé beaucoup aujourd'hui, je souscris complètement à ce qui a été dit jusqu'ici. Il y a de nombreuses analyses de neurosciences qui
bien sûr, le conforte. Et puis, on est dans une démarche d'identification à des personnages qui est extrêmement puissante en termes d'appropriation, effectivement, des comportements. Alors, j'ai beaucoup aimé 2-3 choses dans ce qui a été dit jusqu'ici. Bon, d'abord, les 2 cas qui ont été présentés sont tout à fait pertinents. Le cas de l'équilibre vie privée, vie publique, ça, c'est aussi un sujet chez nous, vie privée, vie professionnelle, c'est aussi un sujet chez nous, chez Airbus, bien évidemment. Et je dirais qu'en plus, la crise Covid, l'appel au télétravail a encore donné une dimension supplémentaire à cette question-là. Donc, c'est quelque chose sur lequel nous sommes vigilants et sur lequel il faut travailler. Et bien sûr, la question des comportements santé, tel que l'autre exemple, est aussi quelque chose sur lequel je pense que le jeu peut être effectivement extrêmement utile. D'une manière générale, d'ailleurs, nous avons fait appel chez Airbus à ce type de technique, à la ludopédagogie, pour faire passer justement des messages sur des sujets peut-être un petit peu ardus, un petit peu forcés. On va parler d'éthique, on va parler de respect des réglementations. Voilà, le genre de thème sur lequel la ludopédagogie est entrée dans notre cohorte d'outils pour accompagner nos collaborateurs. Merci Florence pour ton intervention. Et on accueille maintenant Michael Newton, donc chef de projet RSE au sein du studio Ubisoft, mondialement connu. Et donc, Michael, bienvenue. Et je te laisse donc également 3 minutes pour te présenter ta vision sur l'ensemble de ces sujets. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je travaille chez Ubisoft. Alors, je précise, Ubisoft, c'est éditeur, distributeur, créateur de jeux vidéo. Ce n'est pas qu'un studio, c'est de multiples studios à travers le monde. Une quarantaine si je ne m'abuse. Moi, je suis effectivement côté RSE depuis 2 ans. Ça fait 7 ans que je suis dans l'entreprise et j'étais au département éditorial avant. Et à côté de ça, j'ai une autre casquette qui est celle de président d'association. Donc, mon association, c'est Loisirs Numériques, que je préside depuis 11 ans maintenant et dont le travail est de démystifier le jeu vidéo et de lui donner un nouveau sens aussi, ce jeu, de pouvoir l'apporter dans des situations où on ne l'attend pas forcément, c'est-à-dire, par exemple, tout ce qui est caritatif. On a un événement typiquement où on apporte des fonds à une association depuis quelques années maintenant grâce aux jeux vidéo. Donc, pour nous, le jeu vidéo, c'est sérieux, et par nature même, je dirais. Et moi, ce que je retiens de toutes ces interventions, c'est qu'effectivement, le jeu peut, est utilisé comme support de façon plus ou moins opportuniste aussi, de pouvoir intégrer une société à travers ce truchement-là, et puis que cette société se l'approprie, que les personnes de ces sociétés se l'approprient et en reçoivent un message. Moi, je reste quand même convaincu que le jeu vidéo, c'est déjà par nature une expérience sérieuse, une expérience qui apprend et une expérience sociale, c'est-à-dire que ce soit un jeu où on joue tout seul ou un jeu où on joue à plusieurs. Je dis ça parce que effectivement, on a tendance à réinventer la roue et à créer de nouveaux jeux pour telle ou telle occasion. Effectivement, il y a de super exemples qui ont été présentés là, donc notamment autour du Covid, mais typiquement, je sais qu'il y a un jeu qui est sorti il y a depuis 10 ans maintenant, qui aurait pu être une expérience que l'on aurait pu adapter, par exemple, au Covid, qui s'appelle Plague Inc., qui est un jeu où justement le but est de propager le virus à travers le monde. Donc, on peut le voir comme un truc totalement flippant, mais c'est aussi une bonne manière de faire passer des messages. Ce jeu, par exemple, a été interdit en Chine l'année dernière. Vous voyez, donc c'est pour vous dire à quel point les jeux déjà sortis, par nature, ils peuvent être déjà très, très intéressants. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le jeu vidéo, c'est des personnages, une marque, du gameplay aussi, c'est-à-dire une façon de jouer et qu'il faut absolument s'approprier. Et ça passe à travers des jeux très, très connus. Je ne parle pas forcément des jeux Ubisoft, mais je pense à tout ce référentiel commun que l'on construit autour du jeu. Donc, c'est hyper important de pouvoir aussi, si on doit impliquer du jeu dans l'entreprise, de passer aussi par ce référentiel commun, ces histoires communes, ces personnages communs, et on en tire une expérience sociale très, très intéressante où chacun va pouvoir partager ses valeurs ou ses contradictions, des choses sur lesquelles on a envie d'insister un petit peu plus au niveau des personnages, des histoires racontées, etc. Donc, il y a tant à dire sur le jeu vidéo. Je pense que c'est compatible avec l'entreprise, mais pourquoi pas passer par des jeux vidéo existants. Voilà.
D'accord, bien. Merci Mickaël justement pour ta vision sur ces sujets-là. Comme je vous l'ai évoqué, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous en avez. On va justement pouvoir passer finalement à la seconde thématique. On parlait de jouer avec sa santé, jouer au sein des entreprises, mais finalement se jouer des préjugés, c'est quand même quelque chose qui commence à être on va dire dans les sujets actuels et en vogue. Et j'ai le plaisir d'accueillir Shaban Hadji, qui est cofondateur finalement de The Seed Crew, structure qu'on a plaisir d'inviter assez régulièrement sur nos interventions, qui va justement nous présenter finalement les graines du changement dans le jeu vidéo. Donc bienvenue Shaban, et je te laisse justement la parole pour introduire justement ce sujet de jouer sur les préjugés. Merci beaucoup Hugo, bonjour à toutes et à tous. Et dans un premier temps, merci beaucoup pour cette première partie d'échange qui était vraiment super intéressante et qui fait remuer beaucoup de choses, donc c'est top. Je me présente très rapidement, donc je suis Shaban Hadji, je suis cofondateur de The Seed Crew. Et The Seed Crew, c'est un studio de jeux vidéo qui est engagé sur les questions de mixité, de diversité et d'inclusion. Donc nous, ce qui nous tient à cœur, c'est de s'inviter chez nos clients du coup et de créer des espaces de bien-être social où toute personne pourra s'épanouir sans qu'il y ait de forme de discrimination quelle qu'elle soit. Donc, on développe des jeux vidéo qui répondent du coup à ce besoin sociétal et on travaille avec des chercheuses et des chercheurs de labos de recherche français et européens pour créer des jeux qui visent à sensibiliser les salariés à ces questions et à renforcer la politique RSE des entreprises sur les sujets de diversité, mixité et inclusion. Comme disait Mickaël tout à l'heure, nous, ce dont on est convaincu, c'est que grâce aux jeux vidéo, chacun et chacune finalement devient acteur ou actrice de sa propre aventure. Et jouer à un jeu vidéo, c'est s'engager dans une histoire prenante, mais c'est aussi s'investir et émotionnellement et intellectuellement. Et c'est pour ça qu'on est convaincu que les jeux vidéo constituent vraiment le support idéal pour se saisir des enjeux qui sont liés aux relations humaines, notamment en entreprise. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Hugo? Merci beaucoup. Notre premier jeu s'appelle Recover. C'est un jeu vidéo qui va aborder des questions telles que le sexisme, le racisme, la LGBT-phobie, les discriminations des personnes en situation de handicap, les discriminations liées à l'âge. Et finalement, c'est le jeu avec lequel on va jouer la diversité en entreprise. Je vais faire un focus sur la question du sexisme, puisque c'est la première partie que nous avons développée. Dans cette partie-là, on va incarner un personnage qui s'appelle Charlie, qui est une jeune femme que l'on va suivre dans les bureaux de son entreprise et dans sa vie d'entreprise. Elle va entendre des conversations quotidiennes, des discussions de couloir, discuter avec ses collègues, ce qu'on fait tous les jours dans notre vie professionnelle. Et le ou la joueuse va pouvoir faire des choix par rapport à ce qu'il voit à l'écran et ce qu'il ou elle vit. Charlie va être confronté à des situations, des agissements et des comportements sexistes, parfois en tant que témoin, parfois en tant que victime, de temps en temps aussi en tant qu'autrice, notamment sur des questions de sexisme ordinaire. Et les mécaniques de jeu essentielles derrière ça, c'est que dans un premier temps, il va y avoir une mécanique d'identification de ces agissements, où en fait, le joueur va devoir dire là, tiens, je reconnais quelque chose qui me gêne, qui peut être un agissement sexiste. Le deuxième point sur lequel on travaille beaucoup, c'est le fait de proposer une expérience qui est une expérience non moralisante. Donc, on ne fait pas de bons, de mauvais choix, on fait des choix, on en voit les conséquences, et ça nous permet justement de se mettre en posture de réflexion là-dessus. Donc, on a posé 4 attitudes possibles de réponse en fait sur l'évolution de la narration, qui sont des réponses passionnées, rationnelles, conciliantes ou désinvoltes, qui représentent en fait vis-à-vis d'un modèle de réponse qu'on a travaillé, les agissements potentiels qu'on a quand on reçoit quelque chose qui peut nous gêner. Ce sur quoi on mise beaucoup, c'est effectivement un investissement émotionnel fort qui va permettre de prendre conscience et de commencer à déconstruire tout en douceur et en s'appropriant soi-même ces questions-là. Et enfin, le dernier point sur lequel on insiste beaucoup, c'est un modèle épisodique, donc qui est construit en fait comme une série avec plusieurs épisodes d'un quart d'heure environ chacun, et qui va vraiment aller travailler sur le long terme et tout au long de l'année, voire des années, sur ces questions de diversité et d'inclusion. Est-ce que tu peux passer à la troisième et dernière slide, s'il te plaît? Concernant le modèle pédagogique entre guillemets du jeu, ce qu'on a voulu mettre en avant, nous, c'est vraiment cette
cette mise en tension du joueur, la dualité qu'il va pouvoir rencontrer systématiquement pour le sortir de sa zone de confort et l'amener à se mettre en posture de réflexion. Donc, je vais vous donner 3 petits exemples très rapidement. Par exemple, le joueur, dans son expérience de jeu, va être majoritairement en phase d'immersion, où là, on va beaucoup jouer sur l'émotionnel, sur l'impact direct et personnel que ça représente. Et il va y avoir des moments où il va prendre plus de recul et être plus en phase de réflexivité, et où là, il va commencer à déconstruire certaines choses. On a un autre point de dualité, c'est que nous, en tant que studio, on a produit ce jeu, donc on porte un message directement. Par contre, ce qui nous intéresse aussi, c'est que l'utilisateur ou l'utilisatrice construise son propre message. Du coup, tout est vu dans le jeu et décrit par le prisme du personnage. Donc, quand on va faire des petits retours justement sur les questions de sexisme, en fait, on va vraiment avoir le point de vue de Charlie sur ces questions-là et sur ce qu'elle en a ressenti. Et le 3e point, c'est la dualité entre l'expérience solo et qui est plutôt orientée à l'introspection. Et cette expérience-là va amener à vouloir dialoguer et du coup à revenir dans un mode de conversation avec d'autres personnes pour discuter de sexisme en entreprise. Je conclus avec un petit retour d'expérience chez nos clients notamment. On est allé observer un petit peu cette mise en tension. Notamment dans des moments de jeu collectif, donc des tests utilisateurs, des focus group qui nous permettent justement d'être là et de voir ce qui se passe. Effectivement, ce qu'on a pu remarquer, c'est que le jeu vidéo ouvre à la discussion. Donc, on a vraiment, quand on sort de cette première expérience solo, on remarque très rapidement une posture de participation avec les autres personnes présentes qui vont vouloir échanger sur ce qu'elles viennent de vivre. Donc ça, c'est un point qui était super intéressant à observer, qui conforte un petit peu notre postulat de base. On a remarqué pendant les phases de jeu des marques non verbales qui montraient en fait cet engagement solo dans le jeu, des sourires, des soupirs, des agacements, parce qu'il y a des choses qui sont un peu costauds à voir quand on joue à Harry Potter. Et en même temps, derrière, on a très rapidement justement cette mise en recul, ce questionnement théorique et l'envie d'aborder ces questions-là. Je crois que je vais essayer de pas trop dépasser, du coup, juste pour nos objectifs aujourd'hui, avec ce jeu-là, c'est justement de continuer à travailler sur cette dualité, cette mise en phase de déconstruction sur les questions liées à la diversité, à l'inclusion, et l'articulation des temps de jeu et des temps en présence dans les entreprises, notamment avec notre partenaire qui est Opus Fabrica, sur lesquels on travaille justement sur enrichir l'expérience pour qu'elle aille vraiment au bout de ce qu'on cherche à proposer. Merci beaucoup et j'ai hâte de continuer les échanges là-dessus. D'accord, merci beaucoup Chaban justement pour ta vision sur les préjugés et comment le transformer finalement en jeu vidéo pour changer parfois certaines mœurs. Donc on repart sur le même schéma, vision de l'écosystème, on va repartir avec nos 3 équipes, même schéma, attente, actualité, prospective, et on va avoir le plaisir d'accueillir à nouveau Nadia sur sa vision justement sur se jouer des préjugés. Donc Nadia, c'est à toi également pour 3 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette présentation. Nous connaissons bien Freya et bien Citrou en région Occitanie et on a d'ailleurs eu le plaisir d'accompagner le développement de Recover. On est là sur l'exemple qui a été donné sur un sujet, vous le savez, pour pas mal d'entre vous, qui me tient beaucoup à cœur, sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les stéréotypes. On le voit dans les médias, notamment dans les différents mouvements, hashtags lancés, mais dans tous les sphères professionnelles. C'est un sujet qui se pose avec une femme sur 3 qui considère qu'elle a été victime de harcèlement durant sa vie. Je pense que c'est extrêmement important que ce sujet on a eu une coupure. Ouais. soit posé au sein des entraînements bloqués. Je pense que ça a bugué, à vrai dire. On va récupérer. Ouais. Ce qui me paraît pertinent dans le jeu tel qu'il a été Les aléas du direct. Ça va revenir. Présenté, c'est la possibilité d'appeler aujourd'hui les connexions. Vous m'entendez? On vous entend.
Bon, pardon. Ce que je trouve pertinent, c'est via le jeu, d'avoir un processus d'identification et d'appropriation. Et là, une nouvelle fois, je suis extrêmement sensible au fait que, sortie du jeu, ça génère des interactions au sein du groupe humain. Et je crois que l'importance dans la manière dont sont traités les serious games, le soin en tout cas que les entrepreneurs mettent le soin à ce que ça favorise les interactions et que ce ne soit pas un substitut au lien humain et au lien social, me semble extrêmement important. Et dans la capacité à pouvoir sensibiliser des ressources humaines sur l'intégration de ce type d'outils dans les rapports je n'ai pas envie de dire managériaux, mais organisationnels, mais parce que les attentes, y compris des jeunes qui pourront intégrer ensuite les entreprises à région, sont différentes dans leur relation au travail, dans leur relation aux autres, que ce que ça a pu être auparavant. J'ai l'impression que c'était vraiment Oui, c'était coupé, mais on fera comme tout à l'heure pour Florence. On a eu un petit problème de coupure qui n'a pas eu lieu la première fois, mais ce que je vous proposerais justement, c'est qu'on puisse échanger à la fin de l'événement pour qu'on puisse réenregistrer votre intervention de 3 minutes. Ça permettra justement à ceux qui veulent réécouter l'intervention de pouvoir voir l'intégralité, parce qu'on a eu quelques petites coupures de quelques dizaines de secondes, en tout cas pour ma part. Ça pourra permettre de compléter justement les propos qui avaient l'air justement assez intéressants et en phase avec ce qu'évoquait Chaban jusqu'alors. Donc, second intervenant donc, pour l'équipe de collectivité, Bertrand. Alors, j'espère, Bertrand, que tu as une bonne connexion et qu'on va pouvoir t'entendre sur l'intégralité de ton intervention. 3 minutes également. Oui, bien sûr, la ville de Toulouse est toujours très bien connectée, Toulouse Métropole, donc j'espère qu'il n'y aura pas de soucis, pas de problème. Donc, merci de cette deuxième présentation. Alors, le sujet, là, c'est plutôt effectivement le rapport entre les serious games et les discriminations et les préjugés. Alors d'abord, la première des discriminations, je pense que c'est aussi l'inclusion numérique, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas accès forcément au digital et au numérique, parce que ça peut devenir une exclusion dans nos sociétés d'aujourd'hui. Et je le répète, on l'a bien vu encore tout à fait récemment, mais bien sûr, on le savait déjà, avec la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, la première des discriminations, l'inclusion numérique, et ça, je crois que la ville de Toulouse et la métropole a bien conscience de ces enjeux à travers l'ensemble des activités, notamment portées par la mêlée et les partenaires différents et variés, la mêlée numérique de la métropole, et aussi avec un site que nous allons dédier à l'inclusion numérique, tout particulièrement, qui est un site en quartier prioritaire de la ville, à la Rennerie, avec l'ancienne école Orientale, qu'on a dédié notamment à ces sujets d'inclusion numérique. Et à travers ces enjeux et à travers cette volonté politique que nous avons de vouloir aborder ces sujets évidemment importants sur les préjugés, les discriminations hommes-femmes, c'est effectivement l'égalité homme-femme, c'est évidemment la possibilité d'utiliser, et on y croit beaucoup, on en a déjà discuté avec Willy et Freya Games là-dessus, sur les serious games pour pouvoir appréhender de façon ludique ces sujets, notamment à travers des publics qui n'ont pas forcément la possibilité d'avoir accès à une information ou à une communication bien particulière. Et je crois que avoir des endroits dédiés, des tiers-lieux, avec la possibilité de se rencontrer, et donc pas que virtuellement, mais aussi physiquement, et de pouvoir, à travers les serious games, pouvoir apprendre ces sujets, je pense que c'est une partie des solutions que l'on pourrait mettre en place, qu'on va mettre en place à la ville de Toulouse et à Toulouse Métropole pour lutter contre ces discriminations. Et j'encourage vraiment tous les partenaires industriels et les chercheurs qui souhaitent nous accompagner et nous aider sur ces sujets à prendre contact avec la métropole ou avec moi-même
pour pouvoir travailler ensemble sous ces nouvelles appréhensions qui ne sont pas vraiment nouvelles, mais pour un public plus large qui sont nouvelles, pour appréhender ces problématiques sur les discriminations et les préjugés. Et c'est à travers, effectivement, nos actions concertées, à la fois les entrepreneurs, à la fois les collectivités, à la fois les sachants et, bien sûr, les startups et tout l'écosystème qui peut réfléchir, que nous arriverons à lutter contre ces fléaux de la société. D'accord, merci Bertrand justement pour cette belle vision et cette proposition aussi qui est amenée à la fois pour l'équipe entreprise et l'équipe des chercheurs. Donc j'espère qu'ils seront à l'écoute et que peut-être ils répondront favorablement à cet appel du pied. Donc seconde équipe chercheur, on repart avec Nathalie. Donc Nathalie, quelle est ta vision justement sur ce jouet des préjugés? Alors, sur cette partie-là de notre regard croisé, j'ai envie de rebondir sur ce que disait Mickaël tout à l'heure, c'est que le jeu, c'est une expérience sérieuse. Et donc là, on touche, pas avec le jeu, à des enjeux humains quand même extrêmement forts, extrêmement importants. Donc abordons l'utilisation du jeu sur ces sujets-là, je crois, avec sérieusement, hein, pour jouer avec les mots, et avec une réflexion éthique constante et une exigence scientifique forte. Parce que qu'est-ce qui nous est proposé là? C'est amener effectivement les personnes à, on l'a dit beaucoup, prendre conscience, mais comment? En expérimentant et en éprouvant, en ressentant émotionnellement les choses. Et en passant par le jeu de la réflexivité, hein, Chaban en parlait tout à l'heure. Le but, c'est effectivement d'amener à expérimenter et ressentir à la fois ce qui se passe en moi et ce qui se passe pour les autres. Pour les autres, à la fois pour comprendre que l'autre n'est pas moi et qu'il va vivre, ressentir, analyser, percevoir les situations de manière différente à la mienne, mais aussi pour savoir ce qui se passe chez l'autre, c'est-à-dire en termes d'impact de ma propre attitude, mes choix, mes comportements sur l'autre. Donc, autour du premier volet qui est qu'est-ce qui se passe en moi, et pour poursuivre ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport à la notion des croyances et qui était très justement reprise aussi en termes de représentation, il faut qu'on accède en fait au discours intérieur du joueur. Parce qu'il n'y a pas accès forcément, parce qu'il y a énormément de choses qui ne sont pas conscientes. C'est pour ça qu'on dit, hein, on veut les amener à prendre conscience. Donc, comment on va accéder au discours intérieur de la personne? Et la réflexion éthique va nous obliger à aborder la question du discours intérieur sans jugement, pour éviter la culpabilisation, parce que ça, c'est le meilleur moyen de ne déclencher aucun changement ensuite chez l'individu. Lui permettre d'expérimenter les conséquences des différentes options qui s'offrent à lui. Pour réussir ça, il faut réussir à éviter de tomber dans les stéréotypes et les caricatures, alors lesquels, on en parlait un peu tout à l'heure, mais je vais élargir. Il y a le bon versus le méchant, le fort versus le faible, on en parlait tout à l'heure, les postures de l'agresseur, de la victime, du sauveur, les différences entre les hommes et les femmes, parce que là aussi, il y a un paquet de caricatures sur lesquelles on a du travail à faire. Donc, en fait, pour accéder et faire cheminer la personne par rapport à son discours intérieur, il y a dans le jeu un travail narratif d'une très, très grande exigence à mener. Parce que la manière dont les dialogues et les pensées des personnages vont être traduits fera qu'on atteint l'objectif qu'on s'était visé ou pas, et qu'on l'atteindra éthiquement ou pas. Donc là, pour moi, il y a un enjeu vraiment majeur autour du travail narratif. Du côté de ce qui se passe chez les autres et de l'impact de mes comportements, de mes choix ou de mes non-choix dans les situations, le risque évidemment auquel il faut être très vigilant, c'est le risque de moralisation d'une part, et l'autre qui est le risque de la solution toute faite, c'est-à-dire où dans le jeu, on va dire à la personne ce qu'il fallait faire et versus ce qu'il ne fallait pas faire. Parce que ça, c'est le meilleur moyen, en fait, de faire l'économie à l'autre d'une véritable réflexion, introspection, réflexivité, et de n'obtenir aucun effet au final. Et là, effectivement, les entreprises doivent entendre cette posture-là, parce que trop souvent, on nous demande la boîte à outils toute faite à la fin. Non,
quand on est dans un travail de transformation sur des enjeux humains aussi complexes, on ne peut pas avoir la boîte à outils, mais uniquement un accompagnement sur des cheminements personnels et collectifs. Et donc, au final, et Nadia en parlait tout à l'heure, c'est qu'il va y avoir un enjeu pour l'entreprise, certes, de rendre accessible le jeu pour déclencher tout ça, mais aussi d'accompagner finalement et d'animer toute la réflexion collective, les échanges, le débat qui doit naître, parce que derrière ça, après, il y a le débat, la discussion, et c'est là effectivement qu'on peut avoir un impact social beaucoup plus fort. Voilà, j'ai utilisé mes 3 minutes. Merci beaucoup. 3 minutes et un peu plus. Merci Nathalie, justement. Et Nicolas, que j'ai le plaisir d'accueillir juste à nouveau pour nous présenter sa vision sur ce sujet. Oui, merci. Ma vision va poursuivre celle de Nathalie, toujours, puisque on est chercheur, mais on est sans doute passé aussi par les mêmes univers de réflexion, avec toujours, moi, un ancrage lié aussi à ce que je vis au quotidien en tant que directeur d'école supérieure privée qui forme notamment aux jeux vidéo, pas seulement, avec d'abord très rapidement une petite définition de ce que c'est que les préjugés, la catégorisation, les stéréotypes, et puis ensuite des constats à la fois dans la société et dans les écoles, et puis quelques mots-clés, quelques points qui me semblent importants à garder en mémoire. Les préjugés, c'est de la catégorisation, hein. C'est ramener des catégories entières à quelque chose qui serait du genre de l'essentiel, quoi. Donc, il y aurait les femmes, les noirs, les juifs, etc. etc. Je ne refais pas toute l'histoire des représentations et des stéréotypes. Alors, les stéréotypes sont des préjugés normatifs, c'est-à-dire qu'on finit par considérer que tout ça, c'est normal et c'est intégré en tant que soi, et les préjugés s'inscrivent là-dessus. Les préjugés sont souvent plus ramenés à des personnes, d'ailleurs, que les stéréotypes qui sont ramenés à des catégories générales. À quoi ça sert et pourquoi c'est pratique et pourquoi c'est récurrent? En fait, c'est économique. On sait bien en psychologie sociale, on a beaucoup travaillé là-dessus depuis 50 ans, notamment pour le marketing et la pub, que c'est très pratique de faire appel à des stéréotypes et des préjugés pour vendre des produits parce que ça accélère la compréhension du grand public. On a beaucoup d'études qui ont montré, par exemple, que montrer quelqu'un qui est racisé ou stéréotypé permet finalement de faire passer rapidement un certain nombre de notions auprès d'un public général qui va dire « Ah bah oui, c'est une femme, elle est blonde, donc elle est bête, donc ok, je dois comprendre que c'est un message où on me dit que la femme est bête, quoi. » Ou c'est un grand noir musclé, donc il n'est pas très cultivé, donc j'ai compris. Alors que quand on va interroger les gens sur leur propre activation du stéréotype, ils vont mettre en œuvre finalement un discours beaucoup plus critique en disant « Je sais très bien que ce n'est pas la réalité, mais je sais très bien que c'était économique de me le présenter comme ça pour que je le comprenne vite. » Alors là, on en vient à quelque chose qui est complexe parce que ça a des répercussions. Par exemple, en école, on voit bien que, malheureusement sans doute, sur les jeux vidéo, les garçons vont plutôt du côté des formations en coding, travailler les aspects techniques, les contrôleurs de jeu, tout ce qui est très lié au logiciel, et les femmes vont plutôt aller en formation dite game artist, cara design, tout ce qui va en fait être éloigné de la technique et beaucoup plus dans la sensibilité créative. Ça veut dire que ça passe localement par des choix spécifiques, on en parlait à l'instant, le combat ou la collaboration, la bataille ou la découverte, la compétition ou le soin et l'échange. Ce sont des choix spécifiques qu'on doit questionner sans arrêt. Et puis, ça passe aussi, du coup, sur la question des idées forces à déployer. Voilà, très vite, j'en ai 3. Penser contre ses propres stéréotypes, prendre le temps de le faire et de se dire les activations stéréotypées que j'ai et qui me facilitent la compréhension du monde ne sont pas des réalités, je ne dois jamais l'oublier, et ça, on doit le faire tous, chacun à notre niveau. Deuxièmement, se nourrir de la différence et de l'altérité, c'est-à-dire se dire, c'est justement parce qu'il y a de la différence, il y a d'autres manières de voir les choses et de les comprendre, qu'on se nourrit et qu'on est plus riche, et c'est en faire vraiment des gameplays spécifiques autour de ça, des game design spécifiques. Et puis, troisièmement, mais c'est relié, collaborer dans la pluralité. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs aujourd'hui. Ok, merci Nicolas justement pour ton complément et finalement l'intelligence que tu as pu apporter aux interventions des autres intervenants. Léo, maintenant justement sur ce sujet-là, ton avis sur ce jouet des préjugés? Merci Willy.
Et merci à toutes et à tous pour ces diverses interventions, toutes plus intéressantes et enrichissantes les unes que les autres. D'abord, je dois dire ou redire combien il est intéressant de mon point de vue de découvrir des serious games dédiés aux entreprises et qui, de manière ludique par définition, tentent de traiter sérieusement les questions délicates du rapport entre vie professionnelle et vie personnelle et questions de préjugés, de stéréotypes. Je souhaiterais simplement rappeler que la responsabilité sociale de l'entreprise consiste, pour une entreprise précisément, à se doter de référentiels, de standards, de règles censées la conduire à agir au-delà de ses obligations légales, ce en matière d'environnement, de santé et de sécurité, de conditions de travail ou bien encore de qualité de vie au travail. Ainsi, il est intéressant, je crois, de remarquer, comme l'avait fait d'ailleurs Franck Cauchois, sociologue des marchés il y a déjà plusieurs années, que contrairement à ce que prédit ou prétend l'économie ultralibérale, les entreprises elles-mêmes, qui sont engagées au cœur du jeu de la concurrence économique, semblent considérer les règles, publiques ou privées, non pas comme des obstacles, mais comme autant de ressources avec lesquelles il est possible de jouer. Il me semble qu'il n'est pas anodin d'observer que les entreprises se saisissent régulièrement du jeu vidéo, et misent, comme cela a été dit, sur la dimension émotionnelle que le jeu engagerait à coup sûr, y compris dans des contextes professionnels, ce en vue d'infléchir les règles du jeu organisationnel, voire du jeu concurrentiel qui anime les entreprises. Ensuite, il me semble important de revenir sur la question des profils des joueurs auxquels les jeux sérieux sont adressés. Car si le jeu peut constituer une modalité et un dispositif puissant pour engager dans l'action, c'est à la condition, je crois, de cadrer avec les dispositions de celles et ceux auxquels le jeu est destiné. Je dois dire de ce point de vue que le jeu vidéo en ligne me semble pouvoir représenter un dispositif pertinent pour œuvrer à l'inclusion numérique, qui constitue sans aucun doute un enjeu sociétal majeur, a fortiori à nouveau dans un contexte tel que celui que nous traversons et qui nous oblige aujourd'hui encore à devoir nécessairement recourir aux outils numériques pour échanger. Pour dire un mot de la question des préjugés, des stéréotypes et des discriminations et des formes d'exclusion qu'ils génèrent, il est certain qu'ils représentent également un enjeu sociétal fort. Ce type d'enjeu me semble devoir être traité notamment auprès des plus jeunes, auprès desquels on peut raisonnablement penser que le jeu s'offre comme un moyen efficace d'apprendre, y compris d'apprendre à être plus tolérant, plus ouvert, etc. À nouveau, la question de l'évaluation des effets ou des conséquences du recours au jeu dit sérieux est sans doute une question cruciale, précisément parce que le jeu sérieux vise non pas seulement le divertissement et l'amusement, mais bien des finalités sérieuses, au sens de grave, dont les implications pour la société elle-même sont importantes. Je vous remercie. Merci Léo, justement, pour ton intervention. C'était le point de vue justement de l'équipe recherche. On va passer sur l'équipe entreprise. Alors, je croise les doigts pour que les connexions soient stables et que vous puissiez entendre l'intégralité. Sinon, comme je vous l'ai déjà évoqué, on prendra justement les personnes qui n'ont pas eu les connexions stables pour pouvoir faire un réenregistrement. Anne-Valérie, justement, la vision que vous avez sur ce jouet des préjugés, que ce soit en entreprise ou que ce soit dans le cercle des sociétés qui sont en train de développer ça dans les écosystèmes. Qu'en pensez-vous ? Alors, pour faire un focus sur l'entreprise, le principe en fait de non-discrimination, il interdit à toute organisation, entreprise ou pas, quand même, de s'appuyer sur 25 critères, c'est la loi, pour prendre des décisions concernant ses collaborateurs. Alors, on pense au sexe, à l'origine, au lieu, à l'habitation aussi. Par exemple, on est très attentif au lieu de résidence, d'habitation dans les quartiers politiques de la ville ou dans les zones rurales de revitalisation. Et puis, il y a des critères qu'on connaît moins en entreprise, comme la perte d'autonomie ou la précarité sociale, et je pense que c'est des thématiques envisagées. En tout cas, pourquoi, au-delà de cette contrainte législative, on va sur ces thématiques en entreprise? Simplement pour lutter aussi contre l'endogamie, pour être plus créatif, plus innovant, parce que c'est de ça, y compris dont dépend notre business à long terme. Donc, c'est intéressant sur tous les axes d'aller dans ces domaines-là. Moi, ce que je trouve peut-être utile pour illustrer ces deux aspects sur la question des personnes en situation de handicap, nous, on a 14 000 collaborateurs au sein du groupe La Poste. Je crois qu'on est le premier employeur au niveau national de personnes en situation de handicap. Et donc, vraiment, on a une attention particulière et peut-être une expérience ou des pratiques qu'on travaille avec d'autres personnes, d'autres entreprises ou d'autres acteurs des territoires au plus près, en proximité des territoires.
Il y a aussi la question, on y pense un peu moins dans certaines organisations, en tout cas des personnes donc, de plus de 55 ans. Nous, c'est presque un tiers, donc 30% de la population qui a plus de 55 ans à la Poste. Et pour nous, il faut qu'ils aient la même accessibilité, par exemple à la formation, par exemple au développement des compétences. Et pour le coup, le jeu, qui sont individuels ou collectifs, me paraît extrêmement intéressant du coup en termes d'employabilité de ces personnes et le sens de leur travail au quotidien par rapport à ce qu'on se dit dans le débat précédent. Donc, la formation, de l'acquisition et du développement de compétences tout au long de la vie. C'est aussi les enjeux des employeurs au sens large, entreprises en particulier. Ce qui me paraît intéressant dans l'outil qu'on vient de voir, c'est le côté non moralisant et le côté immersif dans l'action avec les conséquences pragmatiques. Donc, pour lever les stéréotypes, on en a déjà parlé. Le fait aussi qu'il y ait une récurrence de l'expérience me paraît extrêmement intéressant et le fait de concilier, alors toujours ma question du lien humain, de la proximité au plus près, la poste engagée pour vous, enfin, c'est vraiment notre cœur de métier avec des missions de service public qui perdurent et qui sont notre fierté. Et donc, c'est à la fois une expérience solo, une expérience collective pour ouvrir la discussion. Et ça me paraît vraiment extrêmement important. Pour finir, peut-être, sur la question de l'égalité femmes-hommes, et même si la Poste, on est plutôt dans une situation extrêmement favorable avec très peu d'écart de rémunération, c'est 0,2%, et très peu d'écart aussi dans l'accessibilité à la promotion. On a 52% de femmes à la Poste, pour avoir un ordre d'idée, 51% dans l'encadrement et 40% dans les cadres de haut niveau. Mais quand même, c'est un travail au long cours et dans le temps. C'est pour ça que j'ai bien aimé l'idée de récurrence également, que de lutter contre le plafond de verre ou d'instaurer de la mixité dans tous les métiers. Et du coup, en conclusion, je dirais que pour tout cela, il faut effectivement, ouvrir le débat en interne de l'entreprise, et je trouve que les jeux sont un bon prétexte, un bon levier pour faire cela. Et au-delà, ne pas travailler seul dans notre propre cadre de référence, mais travailler avec les autres acteurs du territoire, concrètement et en proximité, partager des bonnes pratiques, créer des synergies vraiment concrètes ici, dans notre région Occitanie. D'accord. Merci Anne-Valérie justement pour cette vision et finalement le très bon exemple de la Poste. C'est vrai que c'est rare d'avoir des entreprises qui ont un équilibre aussi parfait entre l'égalité homme-femme. Florence, maintenant pour Airbus Defence and Space, la vision que justement des serious games par rapport aux préjugés qui peuvent être présents dans la vie courante et la vie professionnelle. Alors tout d'abord, un grand merci à Willy, à Hugo, à l'équipe de Sitecrew aussi pour l'organisation de cette session et aussi à la qualité de tous les intervenants choisis parce que je suis vraiment ravie de la qualité des échanges que nous pouvons avoir. Pour être donc un petit peu plus concrète sur le produit Recover, qui est un produit que je connais et que je trouve tout à fait intéressant puisqu'on est dans une situation, je crois que cela a été dit, dans laquelle on ne donne pas de bonnes réponses et de bons comportements, mais on donne à vivre. On donne à vivre une situation, on donne à se mettre dans les chaussures, dans la vie au quotidien de Charlie et de ses collègues. Et sans être doctrinal, sans être moraliste, on permet de faire prendre conscience, qui évidemment est beaucoup plus fort en termes d'imprégnation que quelque chose qui pourrait être de l'ordre du voilà, il faut. Vous connaissez ce genre de technique. Ce que je trouve assez intéressant dans l'utilisation d'un produit comme Recover, c'est les échanges qui peuvent avoir lieu ensuite entre collègues, peut-être, sur les situations vécues dans le jeu. Alors effectivement, là, on se heurte au fait que le principe est bien sûr l'anonymat sur un jeu de ce type-là. Donc, il n'est pas forcément évident d'intégrer des fonctions de chat. Mais je crois quand même, pour l'avoir vécu dans d'autres situations, sur des cours justement liés, par exemple, à l'anticorruption, au comportement d'application de règles éthiques dans l'entreprise, ou aussi à la gestion de l'environnement, puisque nous avons ce genre d'outils scénarisés. Je crois que derrière, on peut stimuler des échanges entre collaborateurs, des échanges entre collègues sur les situations représentées dans le jeu, les réponses à y apporter, le caractère réaliste, le caractère est-ce que ça peut arriver dans mon environnement, etc. Voilà. Ça, je pense que c'est un outil qui permet de démultiplier, au-delà de l'expérience vécue dans le jeu,
l'impact en fait de la solution. Voilà, donc moi, je suis assez en phase en fait avec tous les messages qui ont été dits aujourd'hui. Je pense que la question apprendre sans s'en rendre compte, c'est une question qui est tout à fait pertinente. Les sujets de la RSE en général, de la qualité de vie au travail, des attitudes, des comportements des personnes, du respect santé et sécurité au travail, ou par exemple aussi cybersécurité, qui est un très très gros sujet sur lequel nous avons là aussi chez Airbus fait quelques incursions dans le monde de la ludopédagogie, sont des sujets qui se prêtent particulièrement bien à la mise en œuvre du jeu. Voilà. Merci encore pour cette session de qualité. Je laisse la place un petit peu plus tôt que prévu à Mickaël, qui pourra justement peut-être parler un peu plus longtemps s'il le souhaite avec de grand ce plaisir. sujet. Donc, Avec grand plaisir. Vous m'entendez, hein? Oui, parfaitement. Super. Oui, alors c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Pas forcément via les serious games directement. Enfin, je considère, quoi qu'il en soit, que ce soit serious game ou non, que les jeux sont effectivement des supports, des outils qui peuvent être utilisés pour faire passer ce genre de message ou conscientiser. Ceci dit, ça reste qu'un axe, comme toutes les arts ou cultures peuvent le permettre de le faire. La différence du jeu vidéo, c'est qu'il y a ce côté interactif qui permet sur l'instant de mieux faire peut-être passer un message, mais l'idée est de le faire persister dans le temps et de penser aussi à son évolution personnelle autour de ça. C'est un équilibre qui est assez difficile à trouver. Si je prends l'exemple des métiers dans le jeu vidéo, c'est un domaine qui emploie beaucoup, mais pour lequel la diversité n'est pas de mise. Très peu de femmes dans le secteur, dans la création de jeux vidéo. Je crois que le chiffre est de 12% de femmes dans la création. Sur les métiers de support, c'est différent. On est plus sur du 50-50, comme dans l'exemple de la Poste que vous citiez juste avant. Et puis, je prends l'exemple des personnes en situation de handicap. Moi, j'en connais très, très peu dans le secteur du jeu vidéo. Je pense que c'est lié aussi au biais cognitif. Et puis, il y a des handicaps qui ne sont pas, en tout cas, des invalidités qui ne se voient pas forcément. Donc, il y a aussi tout ça. Mais quoi qu'il en soit, des handicaps visibles, eh bien, justement, il n'y en a pas tant que ça. Les seules personnes que j'ai vues ces dernières années qui avaient des handicaps visibles, c'était en général des personnes militantes, ou en tout cas qui faisaient partie d'une association, et qui militaient pour plus d'accessibilité dans le jeu vidéo. Donc voilà, c'est un peu dommage, et je pense que c'est un secteur qui a beaucoup à travailler là-dessus, et notamment sur les biais inconscients. Il y a également cette notion de statistique ethnique qui n'existe pas en France. Moi, je considère que ça arrange bien les choses, parce qu'effectivement, on ne peut pas jouer sur ce levier-là pour prolonger sa réflexion. Aux États-Unis, c'est quelque chose qui existe et typiquement, on dit qu'il y a 2% de personnes de couleur dans le domaine du jeu vidéo. C'est propre aux États-Unis. En France, c'est très difficile à quantifier, mais quoi qu'il en soit, ça permet en tout cas de réfléchir sur nos propres actions en termes de recrutement. Et puis, comme on sait que pour les personnes en situation de handicap, que si le seuil n'est pas atteint pour une entreprise, une grande entreprise, c'est quelques milliers d'euros de pénalité, eh bien, ça ne mène pas au changement, tout ça. Il faut savoir qu'à côté de mon boulot chez Ubisoft, moi, j'ai lancé avec deux personnes de l'industrie une bourse du jeu vidéo, donc qui est pour la diversité dans ce domaine. C'est-à-dire qu'on donne la chance aux personnes issues des milieux populaires, ou en tout cas qui n'ont pas forcément tout de suite des moyens de travailler, ou en tout cas de faire ses études dans le jeu vidéo, puisqu'on passe un peu comme IARTSUP via des écoles privées pour travailler dans le domaine. Eh bien, nous, on finance à 100% les études de jeunes qui ont ce potentiel de travailler dans le domaine, mais qui n'ont peut-être pas les sous pour pouvoir le faire. Et ça, typiquement, on sent que ça fait déjà bouger énormément les choses au niveau conscientisation, au niveau national. Et que, voilà, au-delà des propres métiers dans le jeu vidéo, il y a également toute cette notion de moralisation. Il faut éviter de tomber, c'est effectivement Nathalie qui en parlait tout à l'heure, et je pense que c'est hyper important à travers le jeu vidéo, ce travail de soin narratif, comme elle l'expliquait si bien. Enfin, voilà, de susciter la réflexion à travers la création d'avatars. Typiquement, quand on crée son personnage dans le jeu vidéo, souvent on peut tout customiser, homme, femme, peu importe les gradations au niveau des genres et des représentations. Donc ça, c'est tout à fait possible d'aller très très loin dans la customisation de son personnage. Maintenant, ça résulte souvent, le résultat qui est donc une apparence,
c'est souvent des coquilles vides, ces avatars. C'est-à-dire que des personnes en face qui vont réagir ne vont pas réagir face à justement la personne qu'on incarne, simplement parce que justement, il ne peut pas considérer l'apparence du personnage. Donc, il n'y a aucune réaction sur ce à quoi on ressemble. Et je trouve que c'est un petit peu ce manque qu'il y a dans le jeu vidéo de pouvoir avoir cette cette conscience des choses à travers la représentation aussi, à quoi on ressemble et la façon dont on renvoie son image. Donc, il pourrait y avoir des messages. Donc, après, voilà, c'est le tout et de pouvoir trouver la bonne façon de faire passer ces messages-là, qu'ils soient positifs ou négatifs, mais en tout cas de réfléchir sur son apparence. Et puis, pour revenir aussi sur cette notion de diversité dont on parle beaucoup en entreprise aujourd'hui, il y a beaucoup de vœux pieux. Voilà, on veut recruter massivement, aller toucher tout type de population, mais la réalité est que le recrutement, peu importe la société, il y a aussi cette barrière à l'entrée. Donc, je parlais de l'accès on parlait d'accès au numérique, on parlait d'accès également à l'emploi. Tout ça, la loi, elle est facile à contourner pour ça. Il suffit d'avoir une politique de top school. Bon, on enlève tout un tas de personnes de banlieue, par exemple, qui ne pourraient pas accéder à ces métiers-là. Bref, d'avoir une réflexion très large autour de ces barrières qu'on met à l'entrée, ça permet en tout cas d'avoir quelque chose de beaucoup plus équitable pour les personnes qui postulent sur les métiers tels qu'on les connaît, notamment sur les métiers de service. Voilà. Merci Mickaël sur cette vision. Alors c'est intéressant parce que tout le monde a pris la parole sur le temps qui lui était imposé. J'aurais pas mal de questions à poser, mais justement je vais laisser le temps à tout le monde de pouvoir les poser, ceux qui l'ont posé, soit en commentaire, soit s'ils veulent prendre la parole en direct. Donc merci à tous, merci à tous les intervenants justement d'avoir pu prendre le temps et avoir pu échanger sur ces deux sujets à la fois assez simples et à la fois assez complexes aussi à évoquer et à aborder. On va passer à une période finalement d'échange. Donc merci à tous d'avoir participé à cet événement. À partir de ce moment-là, donc il n'y aura plus d'enregistrement, donc vous pouvez parler relativement librement. Il n'y aura pas de replay sur la partie questions. Donc si vous avez des questions, justement, Willy Lafranc va pouvoir les faire remonter parce que je n'ai pas la visibilité sur les questions et poser les différentes questions à nos intervenants.